Bonjour, bienvenue dans Le Monde devant soi, le rendez-vous géopolitique de Slate. Je suis Hélène Decomer, rédactrice en chef du site, et je suis en compagnie de Jean-Marie Colombani, cofondateur de Slate. Bonjour Jean-Marie. Bonjour Hélène. D'Alain Frachon, éditorialiste au Monde et spécialiste des questions internationales. Bonjour Alain. Bonjour Hélène. Et avec nous également dans cet épisode, Ariane Bonzon, journaliste indépendante, grand reporter, spécialiste de la Turquie et du Proche-Orient. Bonjour Ariane. Bonjour à tous. Mardi 9 septembre, Israël a mené une frappe aérienne visant des dirigeants du Hamas à Doha, la capitale du Qatar. 6 personnes auraient été tuées, dont le fils d'un haut responsable de l'organisation. C'est dans l'immeuble visé que se tenaient des négociations de cessez-le-feu pour Gaza, le Qatar servant d'intermédiaire aux États-Unis. Cette offensive inédite contre un pays du Golfe a aussitôt déclenché des condamnations internationales, de l'ONU, de la France, du Liban, de la Turquie, entre autres. Même l'administration Trump a exprimé publiquement sa désapprobation. Et cette attaque soulève aussi des questions cruciales. En brisant la neutralité du Qatar, médiateur reconnu et allié stratégique des États-Unis, Israël va-t-il modifier l'équilibre régional ? Après le Liban, la Syrie, le Yémen, la guerre de l'État hébreu contre le Hamas déborde-t-elle vers des frappes sans frontières ? Et quel avenir pour les médiations de paix menées par Doha ? Alors, je me tourne vers vous trois pour tenter d'analyser tout ça. Jusqu'à présent, Israël s'était bien gardé d'attaquer le Qatar, même si on savait très bien que des dirigeants du Hamas s'y trouvaient et qu'ils s'y sentaient d'ailleurs en sécurité. Comment est-ce qu'on peut expliquer cette sorte d'immunité tacite dont bénéficiait ce petit État du Golfe ? Avant de répondre à la question, Hélène, je vais juste faire 2-3 petites remarques. La première, c'est que l'indication qui est donnée par le gouvernement israélien est très clairement le choix de la guerre, parce qu'il bombarde un lieu qui était un lieu censé élaborer les conditions d'un cessez-le-feu. Donc le message est on ne peut plus clair. Mais la guerre jusqu'où ? Jusque quand ? Je me souviens qu'au départ de ces nouvelles offensives, il y avait quand même des états d'âme dans l'armée israélienne. Est-ce que ça peut perdurer ? Est-ce que Netanyahou peut continuer comme cela d'avancer sans réaction aucune de fait ? Et réaction justement de Trump notamment. On a l'impression d'avoir un président des États-Unis complètement déboussolé, ne sachant plus à la fois, s'agissant de la chute, si j'ose dire, de drones russes en Pologne, comme de l'offensive israélienne à Doha, on a l'impression d'avoir un président américain totalement désemparé. Voilà, c'est pour quelques remarques pour introduire la discussion. Bien après ce propos liminaire, Ariane Bonzon, peut-être, vous voulez nous partager votre analyse ? Il a de quoi, Donald Trump, être un peu perturbé parce que le Qatar n'est pas tout à fait un pays comme les autres. C'est pas le Liban, pas le Yémen, pas l'Iran, ni la Syrie, où il y a déjà eu des frappes israéliennes. D'abord parce qu'elle a une base militaire américaine. Il y a une trentaine de bases ou de positions militaires dans le Proche-Orient, mais c'est l'une des plus importantes avec 10 000 soldats. Il y a à peu près 40 000 soldats. Donc, un quart sont au Qatar. En plus, le Qatar est un allié permanent de l'OTAN. Et enfin, l'été dernier, en 2024, il y a eu un accord de sécurité entre le Qatar et les États-Unis. Donc, on voit bien que c'est quand même pas tout à fait n'importe qui, ce pays, aux yeux des États-Unis, qui s'était pas mal rapproché du Qatar, d'ailleurs, ces dernières années. C'est d'autant plus un pays pas comme les autres qu'il est un peu marginal par rapport aux autres pays du Golfe. Il avait des relations très fortes avec les frères musulmans, d'où ce financement du Hamas qu'on a vu laisser faire par Bibi Netanyahou. C'est ça aussi le paradoxe, visiblement. C'est-à-dire que le Qatar a financé grandement le Hamas. Pourquoi ? Parce que dans la tête du Premier ministre Netanyahou, c'était l'assurance qu'il n'y aurait pas un État palestinien, puisque le Hamas est contre l'État palestinien. Donc là, il y a effectivement un tournant. Et la délégation politique, la représentation politique de Hamas qui donc menait des négociations qui sont à Doha est visée par ces frappes. Et donc, ce que ça risque de produire, c'est un front uni, parce que le Qatar était un peu marginal par rapport aux autres pays du Golfe qui n'étaient pas du tout pro-frères musulmans. Au contraire, ils ont même fait un boycott commercial contre le Qatar. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce qu'il va y avoir un front des pays du Golfe contre Israël, parce que pour l'instant, ils étaient assez désunis. Et surtout, est-ce qu'ils vont mettre en question, c'est mon dernier point, la sécurité américaine, la sécurité qu'est censée lui produire les États-Unis. Et c'est là où on revient effectivement à Donald Trump et effectivement au fait qu'il soit effectivement assez perturbé. Alain Frachon, est-ce que cette attaque aérienne a vraiment pu être menée par l'armée israélienne sans que les États-Unis n'aient été prévenus ni n'aient donné leur aval ? C'est une séquence assez curieuse si l'on s'en tient
aux déclarations américaines. Je crois que les Américains ont été prévenus au dernier moment par l'armée israélienne. Comme le disait Ariane, la ville de Doha, la capitale, n'est pas très loin de la base Al-Hudaydah, qui est la plus grande base aérienne dont disposent les États-Unis dans le Golfe. Il s'agissait donc d'attaquer d'un bombardement contre un pays qui est un très proche allié des États-Unis. D'où les phrases américaines de condamnation, il n'y a pas d'autre mot, de condamnation de l'opération israélienne. N'oubliez pas non plus que le Qatar est en business avec la compagnie de Trump. N'oubliez pas que Eric Trump, le PDG actuel et fils de Donald Trump, est en train de mettre en œuvre un accord très important d'investissement dans un projet touristique au Qatar. Donc vous avez un allié des États-Unis qui certes occupait une position un peu particulière par rapport aux autres États du Golfe, qui est attaqué. Non seulement cela, mais les gens qui étaient visés, c'était les négociateurs palestiniens du Hamas et qui négociaient sur quoi ? Qui négociaient sur une proposition de médiation américaine afin que l'opération de Benjamin Netanyahou, qui consiste à reprendre l'entièreté de la ville de Gaza, Gazaville, 1 million d'habitants, et de les chasser le temps d'une opération militaire qui peut durer on ne sait pas combien de temps, eh bien, afin que cette opération n'ait pas lieu. Donc vous avez là un allié des États-Unis qui est en train de négocier avec les gens que visait Benjamin Netanyahou, notamment grâce à une médiation égyptienne, autre grand allié des États-Unis. Donc c'est véritablement, si vous voulez, une sorte de remise en question de la crédibilité des États-Unis dans le monde arabe. Est-ce qu'on peut faire confiance à l'allié américain dans ces conditions ? Vous pouvez imaginer que les Russes et les Chinois se frottent les mains. Ils se frottent les mains, effectivement. Alors ça veut dire, bon, comme l'a dit Jean-Marie, ça veut dire qu'il n'y aura pas de médiation, que l'opération militaire israélienne va se poursuivre, alors qu'elle est condamnée unanimement par tout le monde, y compris par les amis d'Israël, et peut-être même par l'armée israélienne elle-même. Voilà une situation assez curieuse qui peut reproduire effectivement une solidarité entre les États du Golfe. Les États du Golfe ont de bonnes relations, ils ont reconstitué un conseil de coopération du Golfe, mais ils reprochaient au Qatar, c'est 300 000 habitants, 300 000 Qataris, 2 500 000 travailleurs immigrés et sans doute une des plus grandes réserves de gaz naturel offshore au monde. Donc, vous voyez, c'est un pays qui a une puissance financière et énergétique absolument considérable. Dès qu'il y a eu cette opération, les autres États du Golfe, notamment l'État des Émirats arabes unis, et c'est intéressant parce que l'État des Émirats arabes unis fait partie des accords d'Abraham, c'est-à-dire a ouvert des relations diplomatiques avec Israël. Eh bien, cet État s'est porté en solidarité du Qatar et l'émir des Émirats, qui tenait pas en grande estime l'émir qatari, est venu lui rendre visite et exprimer sa solidarité. Voilà une situation très, très curieuse qui a beaucoup de conséquences sur l'avenir de la région. On pourra en parler. Oui, parce que jusqu'à présent, depuis octobre 2023, les pays arabes ne s'étaient pas illustrés par leur dénonciation d'Israël. Comment est-ce qu'on peut l'expliquer ? Et surtout, est-ce que là, c'est en train de changer ? Vous, Alain Frachon, tout comme Ariane Bonzon, soulevez l'hypothèse d'un front commun. Et là, ça voudrait dire que le conflit deviendrait vraiment régional. Ariane Bonzon ? Alors oui, on se souvient qu'en 1973, les pays de l'OPEP avaient fait un embargo pétrolier contre les États-Unis qui soutenaient Israël dans la guerre du Kippour. Là, on est loin de ça. Il n'y a absolument pas eu, pour l'instant, de sanctions. D'abord, il faut bien préciser qu'il n'y a pas un bloc des pays arabes. Il y a les pays du Golfe, avec, on le voit, le Qatar qui était un petit peu à part, mais qui peut maintenant retrouver les pays du Golfe. Il y a les pays du Maghreb, et puis il y a l'Égypte et la Jordanie. Et l'Égypte et la Jordanie, c'est très important. D'abord, ils ont signé des accords de paix avec Israël, l'Égypte en 79, la Jordanie en 94. Et pourquoi c'est important ? Parce qu'ils sont les premiers éventuellement à subir d'abord un flux de réfugiés. Ils ont des communautés palestiniennes venant de Gaza et ils ont des communautés palestiniennes très importantes. Alors, il faut d'abord faire donc ce distinguo entre tous ces pays arabes, sachant que l'Égypte participait avec le Qatar
à ces négociations, était médiateur avec le Qatar entre Hamas et Israël. Mais surtout, et c'est ça aussi qui est très nouveau, et Alain l'a déjà évoqué, il y a des contrats d'énergie extrêmement importants entre Israël, des contrats qui peuvent donner quelque chose, qui sont déjà en pointillé entre Israël et l'Égypte, Israël et les Émirats arabes unis, Israël et la Libye. Et ça, effectivement, c'est donc les liens économiques, des liens dans le domaine énergétique qui peuvent expliquer en particulier une certaine retenue. Une certaine retenue, mais on se demande où les choses peuvent aller parce que, s'agissant de Netanyahou, il a surenchéri après cette frappe aérienne puisqu'il a donné l'ordre, en tout cas, au Qatar de se débarrasser ou d'arrêter les membres du Hamas, faute de quoi il laissait entendre qu'il y aurait d'autres actions militaires Netanyahou. Donc, les deux grands problèmes que je vois, je ne sais pas comment y répondre, c'est d'une part, jusqu'où peut aller Netanyahou, jusqu'où peut aller le gouvernement israélien dans cette fuite en avant, dans cette escalade, je ne sais pas comment qualifier cela, et d'autre part, jusqu'où peut dégringoler la crédibilité américaine. Crédibilité déjà entamée en Europe avec l'histoire de l'Ukraine et l'attitude de Trump vis-à-vis de la Russie et de Poutine, mais là, pour le coup, qui va en prendre un coup très sérieux, parce que en principe, le Qatar est protégé par les États-Unis. Donc là, il a été absolument pas protégé. Donc, quel crédit les pays de la zone vont pouvoir continuer d'accorder aux États-Unis? Alain Frachon? Entre les États-Unis et le monde arabe et les États-Unis et le Qatar. Je crois qu'il faut avoir en tête les réactions américaines. Il semble donc que l'armée israélienne a prévenu l'armée américaine que le raid commençait, donc au dernier moment. Alors évidemment, le président américain a été prévenu tout de suite. On peut imaginer qu'il aurait pu prendre son téléphone et dire à Benjamin Netanyahou, vous arrêtez ça tout de suite. Apparemment, il y avait un laps de temps qui pouvait lui permettre de faire cela. Il ne l'a pas fait. Mais il faut bien avoir en tête les déclarations. Il y a une déclaration de la Maison-Blanche, une sorte de communiqué officiel de la Maison-Blanche qui dit « Nous ne sommes pas à l'origine, bien entendu, de cette opération. C'est une opération qui ne sert ni les intérêts d'Israël, ni ceux des États-Unis. Et ce n'était pas une décision prise par le président américain. Nous avons été prévenus juste avant le raid. » Et sur son réseau Truth Social, Donald Trump dit « Je suis très mal à l'aise dans cette histoire et je suis très mécontent de chaque aspect de cette opération. Une telle chose ne se reproduira pas et je me suis porté garant qu'une telle chose ne pourrait pas se reproduire auprès de l'émir du Qatar, l'émir Al-Thani. » Donc ça montre, si vous voulez, cette espèce d'amateurisme diplomatique américain sous la présidence Trump, cette espèce de chaos permanent où on n'a pas les relations suffisantes avec un allié pour savoir où on va. Et c'est tout à fait typique de ce bazar qu'est la diplomatie Trump. Il y a un premier impact dont on n'a pas parlé. N'oublions pas que c'est grâce à ces négociations au Qatar, avec les envoyés du Hamas installés au Qatar, qu'il y a eu des libérations d'otages israéliens enlevés lors de l'attaque menée par le Hamas contre Israël en octobre 2023. Il y a eu une centaine de libérations d'otages sur les 250 qui ont été enlevés. Donc ces otages ont été libérés grâce à cette médiation du Qatar, soigneusement organisée entre le Hamas, les États-Unis, avec la médiation du Qatar et la médiation des services secrets égyptiens. Donc c'est tout un mécanisme de libération des otages qui a été annihilé. C'est ce qu'a dit aussitôt l'émir du Qatar. D'ailleurs, l'émir du Qatar, lorsqu'il a pris la parole, il a dit « Mais je crains que le sort des otages, des derniers otages, ne soit scellé. » C'est-à-dire qu'ils sont condamnés à mort par cette escalade et qu'ils ne voient plus de possibilité, justement, d'arriver à un accord sur leur extraction de leur prison. Oui, c'est effectivement la question que j'allais vous poser. Du coup, les négociations, que ce soit de cessez-le-feu, de paix ultérieure et de libération des otages, qu'est-ce qu'il en est là maintenant? Est-ce que le Qatar va se retirer, va cesser de tenir ce rôle de médiateur? Qui peut le faire à la place? Où est-ce qu'on en est, Ariane Bonzon? Le Qatar a dit qu'il continuait. Ils n'ont pas dit qu'ils allaient arrêter. Mais on voit que c'est un dialogue de sourds, c'est-à-dire du côté du Hamas, qu'est-ce qu'on veut? C'est un échange entre les otages et les prisonniers politiques et le départ de l'armée de Gaza. Bon. Or, du côté israélien, au contraire, on déploie une plus grande opération sur Gaza, sur la ville de Gaza, dont on demande aux Palestiniens de partir. On a fait appel à un certain nombre, à 60 000, je crois, de réservistes. Et au fond, ce qu'on veut du Hamas, c'est la capitulation.
Donc là, il y a un dialogue de sourds, effectivement, et on ne voit pas très bien comment cela peut avancer. J'aimerais qu'on revienne sur la question d'un éventuel front uni des différents pays arabes. Donc, vous nous avez refait la mosaïque, hein, Ariane. Tous n'ont pas du tout les mêmes intérêts ni les mêmes relations avec Israël. Mais est-ce que c'est quelque chose qui pourrait se produire dans la région, une réaction comme ça de front uni, et avec la question de l'après-guerre, dont on espère bien qu'elle arrivera un jour, pour qu'il y ait une situation apaisée d'Israël et des autres pays? Il va bien falloir une entente régionale. Est-ce que là, c'est pour l'instant complètement éclaté? Je vois 2 points qu'on pourrait mettre sur la table. Le premier, c'est l'arrêt du processus de normalisation diplomatique de l'État d'Israël dans le Proche-Orient arabe. Ce processus, qu'on avait appelé les accords d'Abraham, avait conduit des pays comme l'État des Émirats arabes unis, le Maroc, le Soudan, le micro-État de Bahreïn, à ouvrir des relations diplomatiques avec Israël. Et le couronnement de cette évolution c'eût été des relations diplomatiques entre l'Arabie saoudite, donc qui est le chef de file du monde arabe sunnite, la branche dominante de l'islam, entre l'Arabie saoudite, le pays, si vous voulez, le pays qui est le leader politique du Moyen-Orient aujourd'hui, et Israël. Ce serait une véritable révolution dans la région et ce serait la normalisation de la présence de l'État d'Israël dans son environnement arabe. Donc une évolution fondamentale et très importante. Je crois que cette évolution, elle est cassée, elle est arrêtée pour assez longtemps par la manière dont Israël a décidé de réagir au massacre d'octobre 2023. Donc ça, c'est une chose. Et là, vous pensez qu'il y a une sorte de sensibilité à peu près unique ou unitaire pour une fois dans le monde arabe, ce qui est très rare. Et qu'il s'agisse des opinions publiques ou bien des dirigeants. Le deuxième point qu'on peut mettre sur la table pour essayer de répondre à votre question, c'est que les États arabes sont unis sur un point. L'après-Gaza, ce doit être l'autorité palestinienne. Que ce soit les Égyptiens, que ce soit les Émirats, tous les États qui ont des bonnes relations avec Israël ou la Jordanie, tous disent il y a, de la part des traités internationaux signés dans les années 90, il y a une représentation des Palestiniens, c'est l'autorité palestinienne. Elle est en mauvais état, elle n'a plus aucune crédibilité, elle est corrompue, il faut reconstituer une autorité palestinienne et elle doit être en charge de la bande de Gaza lorsque cette guerre s'achèvera. C'est comme ça qu'ils conçoivent l'après-Gaza. Là-dessus, le désaccord est fondamental, non pas avec les États-Unis, mais surtout avec Israël. D'Israël de Benjamin Netanyahou, avec la coalition droite-extrême droite de Benjamin Netanyahou qui dit pas question d'autorité palestinienne, nous allons réoccuper Gaza le temps qu'il faudra. Voilà des réactions arabes, si vous voulez, telles qu'on peut essayer de les dessiner aujourd'hui, au lendemain de l'attaque sur Doha. Ariane Bonzon, vous vouliez réagir ? J'ajouterai un dernier point. Il y avait une interview très intéressante d'Ayalon dans le Figaro dernièrement. Ayalon étant l'ancien chef du MIT, des services israéliens, c'est un travailliste, il a été donc chef des services secrets israéliens, et il disait, il y a une telle haine réciproque entre Palestiniens et Israéliens qu'il faut maintenant un médiateur, on parle de l'après-guerre, un médiateur. Et ce médiateur ne peut être qu'un pays arabe. Lui parlait soit de la Jordanie, soit de l'Égypte. Et je crois que ça, c'est très important parce qu'effectivement, on met toujours la faute sur les Européens, on dit toujours les Européens en font pas assez, mais on passe sous silence le peu que faisaient les pays arabes. Et donc là, effectivement, réintroduire un pays arabe en tant que médiateur entre Israéliens et Palestiniens, ça peut être effectivement quelque chose d'important. Moi, ce que j'observe en attendant, c'est que les opérations israéliennes à Gaza continuent, c'est-à-dire que Netanyahou continue sa politique d'exfiltration, si on peut appeler cela comme ça, de la population gazaoui vers on ne sait où, d'ailleurs, puisqu'il voudrait les expulser à la fois vers la Jordanie et vers l'Égypte, dont on sait que de ce point de vue-là, les deux pays concernés ne sont pas d'accord. Donc, il y a toujours cette politique qui avance. Les ruines s'ajoutent aux ruines, les victimes s'ajoutent aux victimes, et on a toujours des États-Unis impuissants, non pas impuissants au départ, puisqu'ils ne voulaient rien faire. Je pense que Netanyahou a bénéficié d'un feu vert tous azimuts de Donald Trump. Mais maintenant, c'est la crédibilité des États-Unis qui est en cause. Et donc, est-ce que cette situation peut perdurer ? Pour moi, c'est toute la question. Est-ce qu'il va y avoir
quelqu'un au sein du Parti républicain ou proche de Trump qui tire la sonnette d'alarme, je n'en sais rien. Pour le moment, ce que l'on voit, c'est une caricature de Trump qui, tout d'un coup, se trouve privé de ses plaisanteries habituelles et se trouve un peu les bras ballants, ne sachant plus trop comment réagir. Une situation invraisemblable, la politique du pire. Eh bien, malgré tout, on continuera à la suivre dans LMDS. Merci beaucoup à tous les trois. Ariane Bonzon, grand reporter, Jean-Marie Colombani, Alain Frachon. À très bientôt dans un nouvel épisode. Merci Hélène. Merci Hélène. Merci. Le Monde devant soi est un podcast produit par Slate Podcast. Production éditoriale et présentation, Hélène Decomer. Prise de son, montage et réalisation, Marius Sor.